Grégory pour bien montrer qu'en aucun cas il ne pouvait s'agir d'un accident. Les gendarmes sont très vite persuadés que l'assassin de Grégory Villemain est un proche. En fait, Grégory, il est sacrifié à la haine et à la jalousie en même temps que quelqu'un voue à son père. 3 semaines après le meurtre, Benjamin, du père de l'enfant, est inculpé. On entend à la sortie du tribunal, à mort l'assassin. Il y a des gens qui s'étaient prêts à nous cracher dessus. C'est pas facile de vivre ça. Des soupçons infondés vont ensuite peser sur la mère de Grégory. Les rumeurs sont toujours après moi et puis que ça, j'ai rien à me reprocher. L'affaire Villemain passionne et divise la France entière. Ce fait divers a fonctionné comme une espèce de porte-manteau où chacun pouvait rentrer et accrocher ses fantasmes et ça fonctionnait. C'est en compagnie de Jean-Marc Bloch, ancien patron de la PJ de Versailles, et de Négar Haïry, avocate pénaliste, que nous allons revenir sur les derniers développements de cette affaire. Il y a 4 ans, nous avions consacré un numéro de non élucidé à l'une des plus grandes énigmes criminelles du XXe siècle. Le 16 octobre 1984, le corps d'un petit garçon de 4 ans avait été retrouvé pieds et poings liés dans les eaux froides de la Vologne. Son nom, Grégory Villemain. Rapidement, l'enquête sur son assassinat retenait l'attention des médias et du grand public. Elle allait même diviser la France en soulevant d'innombrables interrogations et en provoquant de très vives controverses. En juin 2017, ce feuilleton judiciaire connaissait un incroyable coup de théâtre. Marcel et Jacqueline Jacob, le grand-oncle et la grand-tante de Grégory, ainsi que sa cousine par alliance, Muriel Boll, étaient mis en examen. Je vous propose de revenir sur cette affaire hors du commun et de retracer plus de 30 ans d'enquête à la recherche de la manifestation de la vérité. Le 16 octobre 1984, à l'Épanche-sur-Vologne, c'est une belle journée d'automne. Christine Villemain, 24 ans, quitte son travail de couturière à la manufacture de confection vosgienne, un peu avant 17 h. Elle passe chercher son fils de 4 ans, Grégory, chez la nourrice, et elle rentre chez elle en attendant le retour de son époux Jean-Marie. Christine doit faire du repassage. Elle fait du repassage et puis elle permet donc à Grégory, comme il fait beau, de jouer à l'extérieur du pavillon. Grégory joue sur ce tas de gravier et de sable installé là pour les travaux d'agrandissement de la maison familiale. Mais à 17 h 20, il appelle son fils. Personne ne répond. Le petit garçon a disparu. Elle s'inquiète, elle fait le tour de la maison, elle ne le voit pas. Elle va à ce moment-là chez les voisins pour demander si les voisins ont aperçu l'enfant. Les recherches de Christine Villemain sont vaines. Sa belle-mère lui téléphone pour lui dire qu'un oncle de Grégory a reçu un appel anonyme, revendiquant l'enlèvement et le meurtre de l'enfant. L'assassin annonce qu'il a jeté le corps dans la Vologne. Les gendarmes de Bruyères sont rapidement sur place. Avec l'aide des pompiers, ils organisent des recherches dans la vallée. Vers les 19 h, 19 h 30, on n'avait rien trouvé. Donc, la gendarmerie était prête presque à arrêter les recherches, puisque rechercher quoi, où. Et c'est là que j'ai pris l'initiative d'envoyer donc 3 sapeurs-pompiers sur Docelles. La commune voisine de Docelles se trouve à 6 km en aval. Au centre du village, les pompiers croient avoir repéré quelque chose contre un barrage. Il faisait nuit, hein, donc avec une lampe depuis le pont Belay, ça fait à peu près une 50aine de mètres. Ils ont vu, me disant, une forme, donc peut-être que c'était un sac poubelle, mais dans le doute, on est redescendu en compagnie de la gendarmerie qui était présente. Et c'est là que j'ai envoyé donc Stéphane Remy pour voir ce que c'était. Effectivement, il nous a dit c'est le gamin. Le cadavre de l'enfant est sorti de l'eau. Présent sur les lieux, un photographe du journal local saisit cet instant terrible. Le bonnet de l'enfant est rabattu sur son visage. On aperçoit une cordelette qui passe autour de son cou et lui entrave les chevilles et les poignets. On était un petit peu tous, les pompiers, un petit peu secoués, quoi. Il n'y a pas de mots. Pour qualifier le geste là, il n'y a pas de mots. S'en prendre à un gamin de 4 ans.
Le corps de Grégory est transporté dans l'ancien local des pompiers qui se trouve à une vingtaine de mètres. Le docteur Petit réalise le premier examen du corps. Il est mis sur une table avec la couverture et donc là je m'installe pour l'examiner. Il est flasque, il n'est pas rigide, hein, on n'a pas encore de rigidité cadavérique. C'est le corps d'un bel enfant de 4 ans qui est en bonne santé. Hein, il n'y avait pas non plus de traces de coups évidentes, ou du moins sur la face. Les yeux étaient fermés, je lui ouvre les yeux et les pupilles étaient dilatées, donc ce qui veut dire que l'enfant est déjà décédé depuis un certain temps. Hein, il n'y a plus d'activité cérébrale. Les lèvres sont légèrement cyanosées, c'est-à-dire légèrement bleutées. Hein. Comme quelqu'un qui sort de l'eau puis qui a froid, hein, si vous voulez, c'est un peu la même chose. Hein. Et puis le visage est très, très pâle. L'autopsie de Grégory Villemain est pratiquée à Nancy le 17 octobre 1984 par le professeur de Rennes et le docteur Pagel. Cette autopsie sera lourdement critiquée. Elle ne permet d'établir ni l'heure ni les causes de la mort de l'enfant. Le médecin légiste fait mourir Grégory à la fois d'une noyade asphyxique et en même temps d'une hydrocution. Or, ces deux morts s'opposent. On ne peut pas un peu mourir d'hydrocution et ensuite mourir asphyxié. C'est pas possible. Et il a cette phrase qui va être reprise par tous les journaux. L'enfant a été jeté vivant dans les eaux froides de la Vologne. Je m'excuse, mais quand on est un scientifique, on ne fait pas de littérature, on répond à des choses précises. Les éléments qui ressortent pour moi de ce rapport d'autopsie, c'est qu'il est mort d'une asphyxie par obstruction des voies aériennes supérieures, d'une façon certaine, et que le corps a été mis à l'eau après la mort. Selon le docteur Rambaud, Grégory Villemain a donc été noyé ou étouffé avant d'être ligoté et jeté dans la Vologne. Car si l'enfant avait été jeté vivant dans la rivière, il se serait débattu et ses poignets porteraient la marque de la cordelette. En ce qui concerne l'heure de la mort de l'enfant, les premières constatations du docteur Petit à Docelles livrent une information précieuse. Il dit que la mâchoire était serrée, donc pour nous, rigidité de la mâchoire, c'est le premier élément de la rigidité cadavérique que l'on peut voir. Et la rigidité cadavérique commence à s'établir 3 à 4 heures après la mort. Ce qui veut dire que si à 21h30, il avait cette rigidité de la mâchoire, que la mort remontait à 3 ou 4 heures avant. Grégory aurait donc été tué entre 17h et 18h. Mais le scénario du crime reste obscur. Le rôle des cordelettes, notamment, est mystérieux. Pour Serge Garde, il s'agit là d'une mise en scène. Autrement dit, on a attaché le petit Grégory pour bien montrer qu'en aucun cas il ne pouvait s'agir d'un accident, de l'enfant qui s'échappe, qui tombe dans la rivière et qui se noie. Non, non, non. Les liens étaient là pour dire non, non, c'est pas un accident, c'est un crime. Jean-Marc, en nous rendant à l'Épanche-sur-Vologne, nous avons tous les deux été impressionnés par l'ambiance qui régnait dans ce petit village des Vosges. On avait vraiment le sentiment que le temps s'était arrêté. C'est vrai, c'était très étonnant, émouvant même. On a eu l'impression de revenir plus de 30 ans en arrière. Ce qui est fou, c'est que les lieux n'avaient pratiquement pas changé depuis 1984. En nous intéressant à ce terrible fait divers, nous avons eu le sentiment de replonger dans une page de notre histoire contemporaine. Je me souviens également de notre émotion lorsque nous étions sur les rives de la Vologne, à l'endroit même où le corps de Grégory a été retrouvé. Tout d'un coup, la réalité des faits nous rattrapait. Oui, le caractère exceptionnel de cette affaire ferait presque oublier qu'à l'origine, il s'agit de la mort d'un petit garçon de 4 ans qui a probablement été tué par strangulation avant que son corps ne soit ligoté et jeté dans la Vologne. Il s'agit d'un crime odieux. Nous avons tous en mémoire les photos en noir et blanc de Grégory, pieds et poings liés, tout habillé, avec son bonnet qui lui cache le visage. Des photos prises au moment où un pompier le sort de l'eau. On peut dire, Jean-Marc, que la publication de ces clichés le lendemain des faits a largement contribué à la médiatisation de cette affaire. Oh, ça, c'est incontestable. En principe, ce sont des policiers ou gendarmes, techniciens de scènes de crime, qui prennent de tels clichés. Là, c'est un correspondant de presse locale qui les a prises. Il suivait les recherches pour retrouver Grégory. Aucun périmètre de sécurité n'avait été établi. C'est extrêmement regrettable et j'espère bien que ça ne pourrait plus se produire aujourd'hui. En tout cas, ça montre bien une chose. C'est le rôle assez polluant que va jouer la presse durant toute cette affaire.
Alors si les médias se sont très vite emparés de ce fait divers, c'est bien sûr parce qu'il s'agissait du meurtre d'un enfant, mais aussi parce qu'il y avait la présence d'un corbeau. Un corbeau qui, après avoir revendiqué le crime une première fois par téléphone, allait recommencer dans un courrier envoyé au père de Grégory, Jean-Marie Villemain. J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. C'est vraiment la clé de cette affaire. On y retrouve le mobile et en même temps l'élément fondamental du profil de l'assassin. En fait, Grégory, il est sacrifié à la haine et à la jalousie en même temps que quelqu'un voue à son père. L'assassin qui a tué de sang-froid leur fils de 4 ans. Christine et Jean-Marie Villemain pensent le connaître. Cette haine meurtrière porte en effet la signature du mystérieux corbeau qui les harcèle depuis des années. Coups de téléphone anonyme, lettres, leur famille tout entière a été victime de harcèlement. Au lendemain de l'assassinat de Grégory, les enquêteurs commencent donc par remonter la piste du corbeau. Ils découvrent que les premiers coups de téléphone ont commencé en 1981. Il parle comme ça. Vous voyez, on sent qu'il se forme. Et puis souvent, on entend son souffle. Il a un accent de la région, là-bas. Et il a la voix rauque. Paraît-il qu'elle est déguisée. Et cette personne, l'homme à la voix rauque, ce corbeau, passe des appels d'agressivité, de haine, d'insultes aux différents membres de la famille, notamment aux parents Villemain, Albert et Monique, qui se trouvent dans leur village au Monzé. Les grands-parents paternels de Grégory, Albert et Monique Villemain, sont la cible privilégiée du corbeau. Il est dit dans le dossier que Albert et Monique Villemain, donc les parents de Jean-Marie, ont reçu à peu près 800 voire 1000 appels téléphoniques malveillants. On a le sentiment que ce corbeau surveille les allées et venues. Il semble savoir qui rend visite et à quel moment à Albert et Monique. Pour pimenter ses menaces, l'homme à la voix rauque se livre à des farces sinistres avec la complicité d'une femme. C'est Albert Villemain qui est principalement visé. Le corbeau féminin annonce tantôt sa maladie, tantôt sa mort. Il contacte par exemple les pompes funèbres pour faire relever son corps, ou bien annonce son décès à des voisins. À la fin de l'année 82, la famille décide, elle en a ras-le-bol, de porter plainte. On va voir les gendarmes qui prennent l'affaire tout de même au sérieux, la brigade de Corsieux, et font courir le bruit qu'ils mettent des tables d'écoute. Et là, du jour au lendemain, ces appels disparaissent. Le corbeau change alors de stratégie. Il commence à envoyer des lettres anonymes dans lesquelles il déballe tous les secrets de famille des Villemain. Albert et Monique ont plusieurs enfants. L'aîné s'appelle Jackie. Jackie est un enfant naturel de Monique et était légitimé par Albert. Et ce corbeau semble prendre la défense de Jackie. Jackie dit le bâtard. Il dit qu'il y a des bâtards dans la famille, il sait qui est le père d'un tel, il sait que Monique a eu des amants, enfin, etc. Il crache vraiment sur Albert et Monique. Et après, ça va dégénérer sur le chef. Le chef, c'est Jean-Marie Villemain, 26 ans, le père de Grégory. Il a hérité de ce surnom 4 ans plus tôt, quand il a été promu contremaître dans son usine. Jean-Marie, parmi les enfants d'Albert et Monique, Jean-Marie, c'est un peu, comment dirais-je, je crois le plus dégourdi. Peut-être, je n'ose dire, le plus intelligent. Je dirais le plus entreprenant. C'est celui qui, finalement, arrive par son travail, par son intelligence, à s'élever. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est vrai. Il s'élève au-dessus de sa condition sociale. Dans ce milieu où tout le monde est ouvrier de père en fils, Jean-Marie est le seul de sa famille à être passé contremaître, et cela à seulement 22 ans. Il est fier de sa réussite et peut-être a-t-il eu le tort d'afficher trop ostensiblement sa satisfaction. Car Jean-Marie se débrouille bien dans la vie. Avec Christine et Grégory, ils forment une famille unie. Ils ont construit un pavillon sur les hauteurs de l'Épange. Ils possèdent 2 petites voitures. À 24 et 26 ans, ils jouissent d'une certaine aisance qui crée des jalousies dans leur entourage. Vous savez, à l'époque, Christine et Jean-Marie sont appelés par certains les Giscards.
Ils sont appelés les Giscards, ce qui, dans l'esprit de ceux qui tiennent ces propos, c'est méprisant, c'est insultant. C'est une expression faite pour exprimer de la hargne. Le 24 avril 1983, le Corbeau appelle Jean-Marie Villemain sur son lieu de travail. La conversation dure une demi-heure. Elle est décisive, car ce jour-là, Jean-Marie dévoile son talon d'Achille. Le Corbeau va lui dire « je vais brûler ta maison ». Jean-Marie lui dit je m'en fous. Bon. Le Corbeau lui dit « je vais faire du mal à ta femme, à Christine ». Et alors Jean-Marie, qui a un nargue, le Corbeau. Mais lorsque le Corbeau lui dit « je vais m'en prendre à ton fils », à ce moment-là, Jean-Marie lui dit « ne fais jamais ça ». Et le Corbeau, qui est certainement un être pervers mais intelligent, a compris que c'est là que réside la faiblesse de Jean-Marie, l'amour pour son fils. Un mois après ce coup de téléphone, le Corbeau va cesser de proférer ses menaces. Pendant près d'1 an et demi, les Villemain n'entendront plus parler de l'homme à la voix rauque, jusqu'à ce funeste jour du 16 octobre 1984. Pour les gendarmes, le tueur et le Corbeau ne sont qu'une seule et même personne. Et ils sont persuadés que cet homme fait partie de la famille de Grégory Villemain. Dans l'espoir d'identifier le Corbeau, les enquêteurs passent à la dictée toute la famille Villemain et son entourage. Ils recueillent 279 écrits émanant de 135 personnes différentes. À la fin du mois d'octobre, un suspect émerge. Les gendarmes organisent une réunion à Nancy en présence du juge d'instruction Jean-Michel Lambert et de 2 experts en écriture, Anne-Marie Jacquin-Keller et Marie-Jeanne Berrichon-Sédin. Et ces dames vont analyser les écrits du Corbeau et vont, lors de cette réunion du 30 octobre, dire que, de leur point de vue, le Corbeau est Bernard Laroche. Bernard Laroche, 29 ans, habite à Aumonzé. C'est un cousin germain de Jean-Marie Villemain. Ils se connaissent depuis toujours. Un gendarme de la section de recherche de Metz est également présent lors de cette réunion autour des lettres du Corbeau. Cet enquêteur s'intéresse au domaine des expertises en écriture et sait réaliser certains travaux techniques. Il révèle sur la lettre de revendication du crime une trace de foulage. C'est une surimpression quand on écrit que la pointe bic est écrit, en dessous il y a un foulage. Il y a une surimpression et en lumière rasante, on voyait la signature de Bernard Laroche. Parce que Laroche, il signait un L et un B. Et ils ont retrouvé un L avec la barre et un morceau du B. Fort de ces éléments, le 31 octobre, les gendarmes placent Bernard Laroche et son épouse Marie-Ange Laroche en garde à vue. Quand on gratte la situation de Bernard Laroche, on se rend compte qu'il correspond au profil que l'on peut avoir. Il peut être cette personne qui voue cette haine, cette jalousie à l'égard de Jean-Marie Villemain. Les enquêteurs découvrent que la vie de Bernard Laroche et celle de Jean-Marie Villemain ont connu des trajectoires parallèles. Mais à chaque étape, le parcours de Bernard Laroche est plus laborieux. Pour Bernard Laroche, tout est plus difficile. Bon, c'est déjà quelqu'un qui a eu la malchance de ne pas connaître sa mère, qui est morte quand il est né, d'avoir une enfance que l'on sait difficile, qui a un ménage marchand comme ci, comme ça. Il n'y avait aucune jalousie. Ils avaient leur pavillon, on avait le nôtre. Je veux dire, on avait un enfant chacun, on travaillait tous les deux aussi, eux, ils travaillaient tous les deux. Je ne vois pas où il pouvait y avoir de la jalousie. Bernard Laroche dément formellement les accusations dont il fait l'objet. La trace de foulage découverte sur la lettre et les avis des experts en écriture ne suffisent pas. Après 24 heures de garde à vue, les gendarmes relâchent le couple Laroche. Mais ils poursuivent leurs investigations autour de Bernard Laroche. Ses relations avec un frère aîné de Jean-Marie Villemain, Michel Villemain, attirent toute leur attention. Bernard et Michel sont inséparables depuis les bancs de l'école. C'est l'anti-Jean-Marie. Michel, il est pas très futé et Michel conçoit, je le crois, une certaine rancœur vis-à-vis de Jean-Marie. Et Michel a un grand copain qui s'appelle Bernard Laroche. Michel habite à Aumonzé, la maison voisine de celle de ses parents, Albert et Monique. Pourtant, Michel se plaint de ne pas être bien considéré dans la famille, à la différence de Jean-Marie.
Dans les jours qui précèdent le crime, un événement aurait pu exacerber ses sentiments à l'égard de Jean-Marie. On découvre que le week-end d'avant, donc 2 jours avant le 16 octobre, son frère, Michel, est venu avec son épouse Ginette, pour la première fois depuis des mois, les voir, leur rendre visite donc à leur maison à l'Épange. Et là, il retrouve un Jean-Marie très sûr de lui, étalant un peu son aisance. À l'occasion de cet apéritif avec son frère, Jean-Marie raconte qu'il a obtenu un prêt très avantageux pour agrandir sa maison. Il lui montre également le nouveau mobilier qu'il vient d'acheter. Les parents de Grégory avaient fait l'acquisition d'un salon en cuir. Un salon en cuir, rendez-vous compte. Et c'est vraiment un objet luxueux aux yeux de certaines personnes de ce drame, de ce dossier. Et je crois que peut-être Jean-Marie a plastronné, il a peut-être fait un peu le malin en montrant, en exhibant ou en parlant de son salon en cuir. Et on sait que pendant les 2 jours qui suivent, le lundi et le mardi, Michel Villemain passe beaucoup de temps, notamment avec son cousin dont il est très proche, Bernard Laroche. En tant que confident de Michel Villemain, Bernard Laroche a forcément eu le récit de cette visite chez Jean-Marie Villemain. L'étau se resserre autour de Bernard Laroche. On travaille sur l'alibi et on passe des heures à demander à Bernard Laroche qu'est-ce qu'il faisait cet après-midi-là. Et vous aviez un alibi pour cette heure-là? Oui. De toute façon, j'ai ma belle-sœur qui m'a vu quand elle est rentrée de l'école. La belle-sœur dont parle Bernard Laroche, c'est Muriel Boll. Les gendarmes décident d'entendre cette jeune fille de 15 ans à la brigade de Bruyères le 2 novembre 1984. Mais lors de son audition, Muriel Boll finit par contredire son beau-frère. Elle déclare que le jour du meurtre, elle n'est pas rentrée comme à son habitude seule du collège avec le quart de ramassage scolaire. Elle explique que c'est Bernard Laroche lui-même qui est venu la chercher en voiture. Elle précise que le petit Sébastien était à l'arrière du véhicule. Nous étions 2 enquêteurs pour chaque audition. Et effectivement, nous avons reçu le témoignage de Muriel qui nous déclare partir avec son beau-frère qui vient la chercher à la sortie du collège, ensuite prendre un itinéraire qui les emmène à un endroit qu'elle ne connaît pas, mais où il va chercher un petit garçon. Ensuite, ils repartent en direction d'un autre lieu qu'elle ne connaît toujours pas, où là encore, il repart avec l'enfant et revient seul. Muriel Boll ajoute qu'elle ne connaissait pas le petit garçon qui est monté dans la voiture à côté de Sébastien. Ces aveux sont essentiels. Le lendemain matin, le samedi 3 novembre, la jeune fille qui a passé la nuit à la gendarmerie maintient sa version. Muriel réitère ses aveux. Le juge Lambert, qu'on arrive difficilement à obtenir au téléphone finalement, nous annonce que finalement il a autre chose à faire et qu'il ne se rendra pas sur place. Ça paraît inconcevable, mais c'est la réalité. Et il nous dit, mais écoutez, on verra lundi matin. Les gendarmes ne peuvent pas garder plus longtemps l'adolescente en garde à vue. Ils sont contraints de la rendre à sa famille. La situation est délicate, car Muriel risque de subir des pressions. Les enquêteurs lui donnent pour consigne de ne rien révéler de son témoignage. Et l'adolescente tient sa langue. Et le lundi matin, quand d'office, nous allons chercher Muriel pour la présenter au juge d'instruction, qui se faisait encore un peu tirer l'oreille, elle confirme tout. Seule dans le bureau du juge, Muriel Boll réitère ses déclarations. Le juge décide de se déplacer immédiatement sur les lieux pour refaire en voiture avec Muriel les trajets décrits dans cette déposition. Et la jeune fille persiste. Dans l'après-midi de ce lundi 5 novembre, les gendarmes procèdent à l'interpellation de Bernard Laroche sur son lieu de travail. Le suspect est conduit à Épinal, dans le bureau du juge. Le juge Lambert décide d'inculper Bernard Laroche pour enlèvement et assassinat. Devant le palais de justice, les journalistes attendent des informations. Étonnamment, c'est le juge d'instruction en personne qui se présente immédiatement devant les caméras pour commenter l'inculpation de Bernard Laroche. Qu'est-ce qui vous a permis de l'inculper? Un témoignage capital et en partie un rapport d'expertise. Témoignage. Des résultats partiels. Ce témoignage, c'est celui de Muriel? Exact.
Elle était dans la voiture. Elle était dans la voiture, oui. Et Sébastien, son fils aussi? Oui. Cela semble incroyable, mais c'est le juge lui-même qui révèle le contenu des déclarations de Muriel Boll. Ce que l'adolescente avait réussi à cacher à sa propre famille pendant le week-end, le magistrat le livre à la France entière. Les parents de Muriel Boll et sa sœur Marie-Ange Laroche découvrent ce soir-là à la télévision que c'est à cause de Muriel que Bernard Laroche a été inculpé, puis incarcéré. Il semblerait, d'après le dossier, que Muriel soit sévèrement corrigée physiquement par sa famille. Et moi, le menuisier m'a dit, moi je l'ai entendu hurler. Elle a pris une tabassée par son, comme il a dit, par le père Boll. Et ils l'ont mis dans une grange. Il dit, je l'ai entendu crier dans la grange. Le mardi, la mère de Muriel emmène sa fille chez le juge d'instruction. Elle est accompagnée par tout le clan Boll, par toute la famille qui l'escorte comme des gardes du corps et puis qui empêche les journalistes de faire des photos. La mère m'a donné des coups de sac dans la figure parce que je m'approchais trop près. Quelques instants plus tard, dans le bureau du juge, l'adolescente se rétracte. Le lendemain, les journalistes font le siège de la maison des Boll, à l'Aveline de Vambruyères. La famille les accueille le fusil à la main. Et puis, à notre grande surprise, quelqu'un nous a ailés en nous faisant approcher. Venez, venez, après tout, elle a quelque chose à vous dire, la Muriel. Et c'est là qu'elle est sortie et qu'on l'a interviewée sur le pas de sa porte, devant la maison familiale. Bernard est innocent, mon beau-frère il est innocent. Jamais été avec mon beau-frère. Où le gosse a été noyé, j'ai jamais été là. Je connais pas l'éponge ni le sel. Après avoir d'abord raconté l'enlèvement de Grégory par Bernard Laroche, Muriel Boll s'est ensuite rétractée. Et depuis 33 ans, elle maintient que son beau-frère est innocent et que les gendarmes lui ont extorqué ses aveux en la menaçant de la placer en maison de correction. C'est pourtant sa première version, formulée à 3 reprises, qui va entraîner la mise en examen de Bernard Laroche pour assassinat. 3 semaines après le meurtre de Grégory, les gendarmes sont persuadés d'avoir identifié le coupable. En ce début du mois de novembre 1984, l'affaire Grégory est un feuilleton qui semble proche du dénouement. Les éléments à charge contre Bernard Laroche s'additionnent dans les journaux. Les avocats de Bernard Laroche vont étudier méticuleusement la procédure et dénoncer un vice de forme dans la désignation des experts en écriture. La chambre d'accusation de Nancy a annulé la désignation de ces 2 experts, puisque ces 2 experts avaient été désignés par les gendarmes et non pas par le juge. C'est pas neutre. Les règles de procédure sont les sœurs jumelles de la liberté. Ce papier, que le juge d'instruction a oublié de signer, c'est une aubaine pour les avocats de Bernard Laroche. Les rapports des experts qui incriminent leurs clients ne pourront donc jamais être pris en compte. Les principaux éléments à charge contre Bernard Laroche disparaissent. Pour autant, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Nancy refuse sa demande de remise en liberté. Mais avec l'annulation des expertises en écriture, le dossier est vide. Quand on a vu la manière dont les avocats de Bernard Laroche faisaient tomber l'instruction comme un château de cartes, c'était assez effrayant quand même. C'est une erreur de base, mais l'attention du juge d'instruction est ailleurs. À 33 ans, Jean-Michel Lambert est un jeune magistrat qui rêve de devenir un écrivain célèbre. La présence des médias à Épinal accapare toute son attention. Eh bien, dans ce dossier, nous voyons un juge d'instruction qui se précipite comme un petit gamin au-devant des journalistes. Qui est aveuglé par les flashs. Qui meurt d'envie qu'on parle de lui, qui a un ego absolument hypertrophié. Qui m'a avoué un jour, cette affaire, c'est la chance de ma vie. Si ça n'avait pas eu des conséquences aussi terribles, on pourrait en sourire. Côté Villemain, l'unité affichée au lendemain de la mort de Grégory a volé en éclats depuis que les soupçons pèsent sur Bernard Laroche. Donc Monique Villemain, mère de Jean-Marie et tante de Bernard Laroche, a de l'affection, c'est légitime, pour son neveu. Et lorsque son neveu Bernard sera inculpé, Monique ne pourra pas admettre l'idée de l'implication criminelle de son neveu Bernard. Alors que Christine et Jean-Marie sont absolument convaincus de l'implication de Bernard Laroche.
2 mois après la mort de leur enfant, les parents de Grégory décident de vendre leur maison et de déménager. C'est dans cette maison presque vide qu'ils accueillent la caméra d'Isabelle Bechler. C'est la première fois qu'ils acceptent de s'exprimer un petit peu après la douleur, quoi, disons. Inculper Laroche, ça ne nous suffit pas, nous on veut savoir pourquoi. Ou pour qui il a fait ça. Et si c'était pas Bernard Laroche? C'est lui. Jean-Marie, vous avez repris le travail, Christine, non? Vous êtes en train de vendre cette maison, vous avez vécu. Comment est-ce que vous imaginez l'avenir? Très mal. On dit bien qu'on est jeune, qu'il faut repartir à zéro. C'est difficile. On essaiera de toute façon. Christine et Jean-Marie Villemain ne le savent pas encore, mais en réalité, leur calvaire est loin d'être terminé. Unis dans le chagrin, ils quittent leur maison de l'Épanche-sur-Vologne pour fuir le battage médiatique. Pour eux, il n'y a aucun doute, c'est bien Bernard Laroche qui a enlevé et tué leur enfant. Mais 2 mois plus tard, en février 1985, ils apprennent que Bernard Laroche est libéré. L'affaire Villemain prend alors une direction totalement inattendue. Les avocats de Bernard Laroche organisent une véritable campagne de réhabilitation médiatique. On y brosse le portrait d'un parfait innocent, un ouvrier courageux, apprécié de son patron, un mari aimant et un père de famille attendrissant. Cette mise en scène, ces images qui sont finalement fabriquées, eh bien, ça fait mal à Christine et Jean-Marie. Ils ont un sentiment d'abandon. L'institution judiciaire les a lâchés, le juge les a lâchés. Parallèlement, des rumeurs circulent sur le résultat des nouvelles expertises en écriture. Des journalistes bien renseignés distillent des bribes d'informations. Le corbeau ne serait pas Bernard Laroche, ce serait une femme. Le nom de Christine Villemain commence à circuler. Petit à petit, les allusions sur une possible culpabilité de la mère de Grégory deviennent de plus en plus insistantes. C'est alors que les gendarmes sont dessaisis de l'affaire. Le 20 février 1985, soit près de 4 mois après le drame, l'enquête est confiée au SRPJ de Nancy. C'est dorénavant le commissaire Corradi qui dirige les investigations. Les policiers sont rentrés dans cette affaire en prenant systématiquement à contre-pied tout ce que nous avons fait. En coulisses, une véritable machination se met en place contre Christine Villemain. Les avocats de Bernard Laroche semblent prêts à tout pour détourner les soupçons qui pèsent sur leurs clients. Donc toute la stratégie de Maître Welser, toute sa stratégie de défense consiste à attaquer Christine Villemain. Le commissaire Corradi médiatise ses idées grâce à un ami journaliste très influent. Jean-Michel Bézina, le journaliste de RTL, était le même qui écrivait sous le nom de Jean-Michel Gendron dans François, de Jean-Marc Ulry dans le Figaro, qui pilotait l'agence centrale de presse de Metz, bref, qui couvrait énormément de médias français à lui tout seul et donnait l'impression d'un écho très très grand. Et il a cherché à convaincre tous ses collègues journalistes que Christine Villemain était bien l'auteur de ce meurtre. Maître Moser se souvient avec émotion d'une de ses conversations avec le journaliste, orchestrant la diffusion des rumeurs, accablant sa cliente. Je dirais un jour à Bézina, mais enfin comment pouvez-vous là mener une campagne de presse odieuse et absolument intolérable contre la maman d'un enfant assassiné? Réponse de Bézina. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pendant combien de temps ce gamin me fera gagner du fric. Je vous certifie, sur mon honneur, la réalité de ses propos. Jean-Marie Villemain était vraiment livré à lui-même. C'était terrible de voir ce jeune-là confronté à un drame aussi fort, voyant sa femme, soupçonnée de la mort de leur enfant, alors que lui, il n'a jamais eu le moindre doute à son égard. Hein. Les avocats de Jean-Marie et Christine Villemain ne leur ont pas transmis les procès-verbaux des dépositions de Muriel Boll et de Bernard Laroche. Les parents de Grégory ne connaissent donc l'enquête que par les indiscrétions des journalistes avec lesquels ils ont tissé des liens. À la fin du mois de février 1985, ils contactent Jean Kerr. Ce dernier a réussi à obtenir le procès-verbal de l'audition de Muriel Boll. Audition dont il a enregistré le texte sur une cassette.
Et moi, je me suis dit, ils sont partie civile, c'est les parents de Grégory, je vais pas me dégonfler et je vais leur faire écouter des PV que j'ai enregistrés. Et alors, je suis arrivé à 17h, ils m'ont payé un café, on a parlé, et il m'a dit maintenant, Jean, fais-nous écouter les cassettes. Christine et Jean-Marie Villemain comprennent que Muriel, qui ne connaissait pas leur maison et qui n'avait jamais rencontré Grégory, a décrit en détail aux gendarmes le trajet en voiture, l'arrivée à l'Épange et la route qui monte. La jeune fille a ajouté « Bernard est sorti de la voiture et il est revenu en tenant un gamin par la main. » Ils ont l'impression à ce moment-là de revivre, de voir la scène. Ils ont l'impression de voir Bernard Laroche enlever leur petit Grégory et puis lui faire du mal. Et d'un seul coup, il m'a dit, regarde, je vais te montrer quelque chose. Il a été dans la petite chambre d'à côté, il est revenu, j'ai eu que le temps de me retourner, il m'a tendu quelque chose, j'ai tendu les bras, c'était un fusil à pompe. Ce jeune homme de 26 ans n'a plus qu'une seule obsession, venger son fils unique. Il en parle à tous ceux qu'il croise. On m'avait téléphoné pour me prévenir que Villemain surveillait près du château d'eau, donc près de notre maison, et qu'il y avait une couverture sur le siège arrière et qui laissait supposer que c'était un fusil, quoi. Donc j'avais téléphoné à la gendarmerie, forcément c'était Bruyères. Le gendarme m'a répondu « on ne peut rien faire ». Donc après j'ai appelé mon avocat, Maître Belzer, je lui ai expliqué ce qui se passait. Le lendemain matin, il a déposé une note sur le bureau du procureur d'Épinal. Et puis, le procureur d'Épinal n'a rien voulu faire. Le 24 mars, alors qu'ils rentrent de week-end en voiture, Jean-Marie et Christine Villemain apprennent à la radio que les dernières expertises en écriture désigneraient Christine. Ce serait elle le corbeau. Sous le choc, la jeune femme fait une hémorragie pour l'enfant qu'elle porte. Elle est immédiatement hospitalisée. Seul, le 29 mars, Jean-Marie Villemain prend la route d'Aumonzé, en direction de chez Bernard Laroche. Au départ, déjà, il a sauté le talus, donc forcément, on s'est retourné. C'est là que je l'ai vu avec un fusil. Et il s'est mis à hurler « c'est de ta faute, ils sont tous sur Christine », qu'il a dit à Bernard. Et Bernard lui a répondu « non, j'y peux rien, je te comprends, je te le jure, Jean-Marie, mais c'est pas moi qui ai pris ton gosse. » Moi, j'ai essayé de parler, mon frère qui était en haut avec Sébastien a descendu, s'était mis devant nous et Villemain lui a dit « tire-toi, je t'en mets une aussi ». Bernard a dit à mon frère de reprendre Sébastien parce que Sébastien était descendu derrière. Et puis, j'ai même pas attendu le coup de fusil. J'ai juste vu Bernard mettre ses mains à la poitrine, tomber en arrière. Jean-Marie Villemain est immédiatement incarcéré pour le meurtre de Bernard Laroche. Il ne réalise pas encore qu'en voulant venger son fils, c'est sa femme qui l'a condamné. Il va éteindre l'action de la justice contre Bernard Laroche, sans doute se rendre compte qu'il déplace forcément le soupçon sur son épouse, puisque la justice ne veut plus rien chercher du côté de Bernard Laroche. À partir du mois d'avril 1985, Christine Villemain se retrouve seule face à la presse qui l'accuse ouvertement du meurtre de son fils. Mi-avril, les enquêteurs du SRPJ de Nancy se lancent à la recherche de preuves. Ils décident de retourner dans la maison que les Villemain ont quittée depuis 5 mois. Les policiers font une perquisition dans le chalet et cette perquisition de l'APJ se déroule donc en l'absence des époux Villemain. Et puis, subitement, eh bien, les policiers vont trouver des cordelettes. Et ces cordelettes eh bien, sont soumises à expertise. Les journaux annoncent déjà l'inculpation de Christine Villemain. Le juge est sous pression. Début juillet, les nouveaux experts en écriture rendent officiellement leur rapport au magistrat instructeur. Pour eux, Christine Villemain est le coupable. Les conclusions des experts textiles parviennent eux aussi à Jean-Michel Lambert. Elles affirment que les cordelettes saisies chez les Villemain correspondent bien à celles qui entravaient le corps de Grégory. Fort de ces nouveaux éléments, le juge d'instruction convoque Christine Villemain le 5 juillet 1985.
Nous entrons Henri Garot, Christine Villemain et moi dans le bureau de Lambert. Lambert est assis à son bureau. Il regarde ses chaussures. Il ne lève pas les yeux. Il regarde toujours ses chaussures. Il ne la regarde pas dans les yeux. Elle a été inculpée, puisque tel était le terme, mise en détention le 5 juillet. Elle a immédiatement entrepris une grève de la faim lorsqu'elle a été incarcérée à la maison de Mesqueleux. Nous sommes allés plaider à Nancy. Et le 16 juillet, c'est-à-dire 11 jours plus tard, elle était mise en liberté. Libre, Christine Villemain reste pourtant inculpée du meurtre de son fils. Près d'1 an et demi plus tard, le juge Lambert estime avoir terminé son instruction. Le 9 décembre 1986, il ordonne le renvoi de la jeune femme devant une cour d'assises. Quelques jours plus tard, Christine Villemain fait une tentative de suicide. La justice l'accuse, la presse l'accable et sa belle famille la calomnie. La jeune femme, qui a accouché 3 mois plus tôt de son 2e enfant, Julien, n'a plus la force de lutter. Avant de tenter de mettre fin à ses jours, elle écrit « Je suis innocente, Grégory était tout pour moi. La justice veut me séparer de l'homme que j'aime. Et plutôt que de vivre en prison, séparée de mon fils Julien et de Jean-Marie, je choisis de les quitter moi-même et de me retrouver près de Grégory. » Heureusement, sa tentative de suicide échoue. Et en mars 1987, ses avocats obtiennent l'annulation de son renvoi devant la cour d'assises. L'instruction repart alors à 0 et la justice décide que l'affaire sera désormais instruite à Dijon. Fait sans précédent, c'est le président de la chambre d'accusation lui-même qui reprend le dossier. Et pour ça, Maurice Simon va même repousser son départ à la retraite. À 64 ans, Maurice Simon est un haut magistrat chevronné, un homme exigeant et rigoureux, aux antipodes du juge Lambert. C'est ce que mesure immédiatement Christine Villemain lors de leur première rencontre. Maître Moser se souvient avec émotion de cette audition. Nous entrons dans ce bureau. Maurice Simon se lève. Il va au-devant de Madame Villemain. Il lui serre la main. Il dit « Bonjour Madame Villemain ». Il la regarde. Il la regarde. Elle se sent respectée. Elle se sent une femme digne. Elle s'assied et il lui dit « Madame, je n'ai aucune idée préconçue dans ce dossier. Je suis un juge d'instruction. J'instruis à charge et à décharge. » Au mois d'octobre 1987, Maurice Simon organise une série de reconstitutions dans la vallée de la Vologne. 3 ans après la mort du petit Grégory, il reprend point par point chaque événement de la journée du crime. Sur le terrain, les thèses retenues par le SRPJ de Nancy se révèlent fantaisistes. Au cours de ces reconstitutions, le juge Simon acquiert la certitude que le corps de Grégory n'a pas pu être jeté à l'eau derrière le passage à niveau, mais plus probablement au centre du village de Docelles. Dans ce cas, Christine Villemain n'a matériellement pas eu le temps de commettre le crime. Mais surtout, le juge Simon découvre une preuve. Michel Villemain a reçu cet appel à 17h32. C'est ce qui a été indiqué dans la procédure. Or, à 17h32, on sait très exactement où se trouve Christine Villemain. De nombreux témoignages ont déjà établi que lorsque Christine Villemain est partie à la recherche de son fils le 16 octobre, elle s'est retrouvée bloquée en voiture, derrière le bus de ramassage scolaire. Un troupeau de vaches empêchait alors la circulation. Et là, arrêt sur image, on se dit, mais les bus de ramassage scolaire ont un contrôlographe, ont un disque contrôlographe, donc on peut savoir quelle heure il était. Et il s'est avéré que le bus de ramassage scolaire dans la ferme des Cloudons s'était arrêté à 17h32 et 41 secondes. Et donc, à 17h32 41 secondes, Christine Villemain se trouve bloquée devant la ferme par le troupeau de vaches. La conviction du juge Simon est alors faite. Christine Villemain n'a pas pu commettre le crime. Elle n'a pas non plus téléphoné pour revendiquer le meurtre.
Mais en 1990, Maurice Simon doit quitter l'instruction après avoir fait un infarctus. Son successeur, le juge Jean-Paul Martin, s'attelle avec la même rigueur à la recherche de la vérité. C'est une audience qui n'est pas publique. Et ça a permis de démontrer de façon éclatante l'innocence totale de Christine Villemain et le fait qu'il y avait eu, en la poursuivant, une erreur judiciaire. Le 3 février 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon rend un arrêt de non-lieu en faveur de Christine Villemain. Les 25 charges recensées par le SRPJ de Nancy et reprises par le juge Lambert y sont démontées une à une. Les conditions douteuses de la perquisition lors de laquelle les cordelettes ont été retrouvées rendent cette preuve matérielle irrecevable. C'est un arrêt de non-lieu exceptionnel qui réhabilite totalement Christine Villemain. Ça n'est pas un arrêt pour absence de charge suffisante, comme le dit le texte de loi. Là, le non-lieu est rendu pour absence de charge, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune charge contre Christine Villemain. Le 3 février 1993, ce non-lieu marque la fin de l'instruction sur le meurtre de Grégory. L'innocence de Christine Villemain est définitivement reconnue, mais le crime n'est toujours pas élucidé. Quelques mois plus tard, Jean-Marie Villemain est jugé pour l'assassinat de Bernard Laroche. Il est condamné à 5 ans de prison, dont 1 avec sursis. Mais avec le jeu des remises de peine automatiques, il est libéré 10 jours après son procès. Il aura passé 2 ans et 9 mois derrière les barreaux. Christine et Jean-Marie Villemain vont alors tenter de retrouver une vie aussi normale que possible. Mais ils ne cesseront jamais de se battre pour tenter d'obtenir la vérité sur l'assassinat de Grégory. En 2000, ils obtiennent une première réouverture du dossier pour procéder à des analyses ADN sur un timbre qui aurait pu conserver la salive du corbeau. Mais ces expertises n'ont rien donné. En 2007, tenant compte des progrès fulgurants de la science en matière d'analyse génétique, les parents de Grégory sollicitent à nouveau la justice. J'ai reçu donc Christine et Jean-Marie Villemain au moment où ceux-ci demandaient la réouverture du dossier. J'ai reçu à 2 reprises. La première reprise, c'était pour justement leur expliquer que tout ça ne se ferait que si une faisabilité technique et scientifique était envisageable, raisonnablement. Donc, ça a reçu à expliquer. Là, j'ai écouté leur motivation. Donc, et leur motivation, c'était vraiment la recherche de la vérité. Ce sont des parents qui ont perdu un enfant dans des circonstances dramatiques. Et véritablement, l'aspect humain, si vous voulez, de cet entretien était très fort parce que c'était vraiment un papa et une maman qui venaient demander justice de la mort dramatique de leur enfant. En 2008, Jean-Marie Benet ordonne la réouverture du dossier. En 2010, de nouvelles analyses sont demandées par la justice. Une recherche d'empreintes génétiques est effectuée sur les cordelettes qui entouraient le corps de Grégory. Mais aucun ADN n'est révélé. Une expertise des enregistrements des appels du corbeau est aussi demandée, sans résultat probant. En 2012, la justice répond à une nouvelle demande des parents. Les vêtements et les chaussures de Grégory sont analysés. Le 24 avril 2013, le procureur général de la cour d'appel de Dijon annonce que des ADN partiels et un ADN complet masculin ont été isolés sur le pantalon et le pull au vert de l'enfant. Mais aujourd'hui, personne ne sait à qui appartiennent ces empreintes génétiques. Une seule chose est sûre, ce ne sont pas celles d'un des protagonistes connus de l'affaire. Depuis 2012 et la déception suscitée par les dernières analyses ADN, tout le monde pensait que l'affaire Villemain était dans l'impasse. Mais en juin 2017, coup de théâtre, la juge d'instruction en charge du dossier, Claire Barbier, a mis en examen 3 membres de la famille Villemain, Marcel et Jacqueline Jacob, grand-oncle et grand-tante paternelle de Grégory, ainsi que Muriel Boll. Est-ce que cette décision vous a surpris, Jean-Marc? Oui, bien sûr. Mettre en examen 3 personnes 33 ans après les faits, de mémoire d'enquêteur, c'est du jamais vu. Et cette mise en examen, elle prouve 2 choses. D'une part, que cette affaire Villemain, l'affaire du petit Grégory, comme on l'appelle, c'est une affaire exceptionnelle, c'est une affaire hors du commun. Et puis d'autre part, que quand les magistrats, procureurs généraux, procureurs de la République et juges d'instruction ne baissent pas les bras, tout reste possible. Et comment en est-on arrivé là ? À la demande de la juge, les gendarmes ont repris le dossier en son entier. Ils ont relu tous les témoignages, tous les PV, même ceux qui semblaient secondaires, accessoires. Ils ont croisé tous les témoignages, pointé toutes les invraisemblances. C'est un travail titanesque. Et pour faire tous ces recoupements, ils ont fait appel aux experts du département sciences de l'analyse criminelle de la gendarmerie.
Oui, en fait, ces experts ont utilisé un logiciel créé pour les entreprises privées. Au départ, ce logiciel s'appelle ANB, Analyse Notebook. Ce logiciel est utilisé par les enquêteurs pour faire de l'analyse criminelle, d'où son nom d'Anacrime. Mais attention, ce logiciel qui utilise l'intelligence artificielle a besoin des hommes, des experts, des enquêteurs. Les enquêteurs vont l'alimenter avec un certain nombre de renseignements concernant des voitures, des gens, des numéros de téléphone, et le logiciel les mettra en rapport ou ne les mettra pas en rapport. Et tout ça se traduit par un grand tableau graphique avec des flèches qui relient des événements, des gens, des voitures, qu'on peut afficher sur un mur, et tous les enquêteurs qui voient ce tableau comprennent de quoi il s'agit. Et le résultat de ce travail a livré une hypothèse qui n'avait encore jamais été évoquée. L'enlèvement et l'assassinat de Grégory auraient été réalisés par 2 équipes différentes. Oui, une première équipe composée de Bernard Laroche et de Muriel Boll aurait enlevé le petit Grégory dans son jardin. Ensuite, une seconde équipe l'aurait séquestré, puis tué volontairement ou involontairement, avant de se débarrasser de son corps dans la Vologne. Il s'agirait de Marcel et Jacqueline Jacob, qui jusqu'à présent n'avaient jamais été mis en cause dans cette affaire. On le sait, Muriel Boll est un personnage central de l'affaire. C'est elle qui avait affirmé à plusieurs reprises qu'elle était présente dans la voiture de Bernard Laroche au moment de l'enlèvement de Grégory. Puis elle s'est rétractée, certains ont dit sous la pression de sa famille. Est-ce que vous pensez qu'en la mettant en examen, la juge cherche à briser le silence dans lequel elle s'est enfermée depuis 33 ans ? Très certainement, mais si cette femme ment pour protéger sa famille depuis tout ce temps, c'est très difficile pour elle de revenir sur tout ça. Il faut bien se souvenir qu'elle avait 15 ans à l'époque des faits, qu'elle en a aujourd'hui 48, et ça va être très difficile à vivre pour elle. Négard, Muriel Boll a été mise en examen pour enlèvement suivi de mort. Est-ce que cela veut dire qu'elle est suspectée d'avoir été complice de l'enlèvement de Grégory ? En tout cas, c'est ce que la qualification choisie par les magistrats à ce stade indique. Mais attention, une instruction, ça évolue. Selon ce que les investigations vont révéler, une personne initialement mise en examen pour un crime peut finalement ne pas être renvoyée devant une cour d'assises. Et les qualifications initialement choisies par les magistrats peuvent finalement changer, voire tomber. Donc il faut vraiment rester très très prudent. Et le fait qu'elle était mineure au moment des faits, est-ce que ça a une importance juridiquement parlant ? Absolument. Le discernement n'étant pas le même chez un enfant que chez un adulte, la réponse pénale apportée aux mineurs poursuivis est forcément différente. Et il dispose d'un régime particulier, autonome, qui se caractérise par 2 principes. Celui qui est mineur au moment des faits ne peut être jugé que par une juridiction de jugement spéciale pour mineurs. Et la peine qu'il encourt est en principe la moitié de celle prévue pour un majeur, avec un plafond de 20 ans encouru lorsque la qualification prévoit la réclusion criminelle à perpétuité. À la suite de sa mise en examen, Muriel Boll a été incarcérée, puis libérée 1 mois plus tard, avec interdiction de retourner vivre dans les Vosges. Elle habite aujourd'hui dans la Nièvre, chez un homme qui a simplement décidé de l'accueillir. Et elle est placée sous contrôle judiciaire. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Le contrôle judiciaire, Arnaud, c'est une mesure de contrainte que le juge d'instruction peut prononcer à l'encontre d'une personne mise en examen. Et parmi ces mesures de contrainte, on a par exemple l'interdiction de quitter le territoire français, l'interdiction de se rendre dans certains lieux, de rentrer en communication avec certaines personnes en général impliquées également dans l'affaire, ou encore l'obligation de pointer plusieurs fois par mois dans un commissariat. Selon nos informations, Muriel Boll n'a toujours pas été réentendue par la juge depuis sa mise en examen. Est-ce que c'est normal ? Alors, ce n'est pas nécessairement anormal, même si ça peut paraître étonnant. En tout cas, il ne faut pas en déduire une forme d'inertie de la part des magistrats qui, sans doute, dans cette attente, poursuivent par ailleurs leurs investigations. Et puis, de son côté, la personne mise en examen dispose aussi d'une marge de manœuvre, puisque lorsqu'un délai de 4 mois s'est écoulé sans qu'elle ait été entendue, elle peut, si elle le souhaite, demander à l'être, et le juge d'instruction doit, selon la loi, l'entendre dans le mois qui suit. Dans cette affaire, Jean-Marc, on a vu que les enquêteurs ont régulièrement eu recours aux dernières avancées de la police technique et scientifique. Et une fois de plus, la juge Claire Barbier veut faire appel à une technique inédite en France, une technique pour essayer d'identifier le ou les corbeaux. Oui, et cette technique s'appelle la stylométrie. C'est une technique qui vient de Suisse. Elle permet d'analyser les textes en fonction de leur style précisément. La ponctuation, le vocabulaire utilisé, la syntaxe. Et ça permet de comparer des écrits et des messages oraux. Dans cette affaire où il y a de nombreuses lettres anonymes, de nombreux appels téléphoniques anonymes, ça peut être extrêmement utile pour faire avancer l'enquête. Aujourd'hui, Christine et Jean-Marie Villemain ont 58 et 60 ans. Ils habitent en région parisienne et ont 3 enfants. J'ai eu l'occasion de les rencontrer et je garde le souvenir d'un couple extrêmement soudé qui a tout fait pour se reconstruire. Et je ne peux m'empêcher de terminer cette émission sans penser à eux, en leur adressant tout mon respect et mon affection la plus sincère.